Bienvenue à toutes et à tous pour ces portes ouvertes IWC 2021. Donc, je m'appelle Pablo Chevalier. J'ai fait IWC Mostar en Bosnie-Herzégovine de 2018 à 2020 et j'étudie en ce moment à Sciences Po Paris. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter IWC en deux parties. Une première où on va se centrer sur le Comité national français, les valeurs, l'histoire des lycées IWC et le mode d'éducation. Puis une deuxième plutôt sur la vie dans les campus, donc le baccalauréat international, les activités extrascolaires, puis la vie en résidence. Donc on va se réunir aujourd'hui de 18h30 à 20h. Puis le samedi 11 décembre, il y aura une session de une table ronde où où il y aura des questions-réponses faites auprès de parents d'élèves, d'élèves en cours de scolarité, puis d'alumni, donc d'anciens élèves. Je vais maintenant laisser le reste des intervenants se présenter. Bonsoir, je m'appelle Blaine Stephens et je suis parent d'un ancien de l'UWC. Je suis là ce soir pour surtout m'assurer du bon déroulement technique de ce webinaire. Et à ce titre, je me permets de vous rappeler deux choses. Premièrement, vos micros sont coupés. Ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas les questions des participants. Et donc, on vous invite à regarder soit en bas, soit en haut de votre écran et chercher le petit bouton questions-réponses pour mettre vos questions où on aura des réponses soit par écrit, soit au fur et à mesure des interventions des différentes personnes qui vont se présenter maintenant. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Niels. J'ai fait Mostar de 2019 à 2021 et j'étudie maintenant à l'Université d'Amsterdam. Bonjour, moi c'est Roméo. J'étais à Maastricht de 2019 à 2021 et je suis à la Bocconi en ce moment à Milan. Bonjour, moi c'est Galia. J'étais de 2016 à 2018 à Lipochun, à Hong Kong. Et maintenant, j'étudie à Paris, art et politique. Bonjour, moi c'est Lauralie. J'ai fait UWC USA de 2017 à 2019 et je suis en troisième année à l'Université de York en Angleterre. Bonjour, je m'appelle Amaya. Je suis la maman de Ingrid Chevalier qui est à Dilijan, première année. Voilà. Bonjour à tous, moi je m'appelle Béatrice Trebaol et je suis la maman de Alix qui a fait UWC Costa Rica de 2017 à 2019, de 2015 à 2017. Et je suis la présidente de UWC France. Je vous remercie tous d'être là ce soir et aussi à tous les intervenants qui ont pris sur leur temps pour être ici et vous présenter ce que c'est que l'UWC. Donc, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, je répète, donc ces portes ouvertes vont se dérouler sur deux sessions. Aujourd'hui, puis le samedi 11 décembre, où on va avoir des tables rondes et on va tenir compte des questions que vous nous avez envoyées. Et donc, voilà, on va parler du IWC du point de vue des parents d'élèves, puis des alumni, et ensuite du point de vue des élèves en cours de scolarité. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le mouvement de manière assez informative. Et voilà, on espère que vous allez profiter. N'hésitez pas à poser des questions et on y répondra soit aujourd'hui, soit samedi prochain. Sur ce, je vous laisse avec la présidente de UWC France. Eh bien, avant de passer à la présentation un peu plus détaillée, je voudrais vous dire rapidement ce que nous faisons à UWC France et comment est structuré le mouvement UWC dans le monde. En UWC France, nous faisons partie de 159 comités nationaux, donc présents dans 159 pays, et nous avons tous 4 missions. La première, c'est de sélectionner les jeunes qui vont représenter notre pays au sein de UWC dans les collèges. La deuxième, c'est de récolter des fonds qui vont permettre de ne pas tenir compte des moyens financiers des familles et donc d'accompagner ceux qui auront besoin d'être accompagnés financièrement pour ces 2 années à UWC. La troisième, c'est de promouvoir bien sûr UWC en France, dans notre pays, pour nous faire connaître. Et enfin, la quatrième, c'est de fédérer tous les anciens élèves français et les anciens élèves UWC étrangers qui sont en France. Donc voilà un peu nos quatre missions. Vous voyez là la carte
de l'implantation UWC dans le monde. Donc en bleu, on a les comités nationaux. En vert, on a les collèges. Et vous voyez qu'il y a encore quelques pays en gris où on n'a pas de comité national. Et notre objectif, c'est évidemment, dans les prochaines années, d'y installer un nouveau comité. Donc ces comités et ces 18 collèges, nous sommes structurés autour et par un bureau international, UWC International, qui est situé à Londres et à Berlin, et qui organise la cohésion entre tous ces intervenants, et qui également signe les grands partenariats. Par exemple, nous avons signé en 2018 un partenariat avec le Haut Commissariat aux réfugiés, où il récolte également des fonds pour accompagner notamment tous les réfugiés qui sont sélectionnés pour aller à UWC. Donc voilà en quelques mots l'organisation de UWC dans le monde. Et maintenant, je vous propose de regarder un film de 4 minutes qui va vous expliquer ce que c'est que vraiment la vie à UWC. We have this community of people from around the world who all work together with the goal of peace and the sustainable future for all of us. We have such different perspectives and different ideas, different backgrounds, and we bring them together and people are willing to share them. To come to a school where there was literally people from countries I didn't even know just excited me. It really attracted me. I think that was what really drew me here. The fact that we are all here and we live together is what brings us together and makes us stronger. I remember a student saying, before being Muslim, for example, before being a man, before being from this country, I'm a human being, and I learned that here. They were selected, not because they had money or not, but because they were doing something that was maybe even challenging the status quo. They want to make changes, they want to look for a different future, and many of them, they know that they have the power to make it happen. I would love to continue in a major that will make me able to do something in the world, to make a difference. I came from a school system where everything was very linear and I could immediately see what was coming next for me. We're kind of allowed to do what we want in order to further our learning. If I want to build a vacuum cannon in the physics lab, if I want to build a canoe, then I can do that. If we could enable the students to make mistakes and also to challenge us, in my mind that is the biggest thing we can do, simply to enable them to challenge. Everybody, the moment they step on campus, is stepping out of their comfort zone. That sense of actually being somewhere when a lot of things are not familiar actually enables an acceleration of learning and understanding. I found a lot of possibility in my life. I started to try a lot of new things I never tried before. We have an amazing relationship with our teachers where hands-on learning, we make it a reality instead of a construct. And when you really experience what you're learning, it creates so much more broad learning and so much deeper learning. We're constantly discovering new things, and that's, for me, changing the way I see education. I don't see it as a classroom anymore. I don't see it as an institution. I see it as a way of going through life.
c'est peut-être la 5e fois que je vois ce film, mais chaque fois, j'ai une envie folle d'avoir 16 ans et de pouvoir candidater. À faute de ça, on va faire ces portes ouvertes pour ceux qui le peuvent. Donc, maintenant, on va parler des valeurs qu'il y a à UWC. Et pour ceux qui ne le savent pas, le mouvement de UWC est né en 1962, l'année de la création du premier lycée à Atlantic College, au Royaume-Uni. La guerre froide étant à son apogée dans les années 60, l'objectif était d'éduquer ensemble des jeunes de pays du monde entier autour de valeurs fortes et communes, au-delà des différences. Et ces valeurs, c'est ce que nous vous proposons de partager avec vous. Et c'est Roméo qui va commencer. Exactement. Donc moi, je vais vous parler de favoriser une compréhension internationale et interculturelle. Donc comme Béatrice vous a dit, on a déjà 159 comités nationaux. Et donc en ce moment, autour des 18 campus, il y a 4800 élèves qui sont distribués. Et on retrouve ces aspects d'internationalité, de diversité culturelle dans tous les aspects de quotidien, sur tous les niveaux. Donc dans les chambres, évidemment dans les activités et les associations auxquelles on compare, mais aussi dans les classes où on vient tous de contextes extrêmement variés et on partage nos divers points de vue. Et donc on apprend même en classe des uns et des autres et c'est vraiment une expérience très intéressante. Et à partir de ce partage de cette vie quotidienne, fait de petits riens et de grands moments, on développe vraiment une compréhension de l'autre. Par exemple, mon roommate, donc la personne avec qui je partageais ma chambre en 2e année, venait du Kyrgyzstan. Donc moi, j'avais aucune idée même de l'existence de ce pays avant de le rencontrer. Et lors des élections qui sont passées au Kyrgyzstan, il m'a vraiment raconté la situation du pays et comment ça impactait ses proches. Et donc, j'ai suivi tout ce processus avec lui et vraiment commencé à comprendre les enjeux que représentaient ces élections et vraiment me mettre à sa place. Donc, c'était vraiment très intéressant et c'est une valeur qui nous accompagne tout au long de UWC et qui fait que ce mouvement est vraiment unique. Enfin, on parle de colonisation, de guerre. Dans une école UWC, c'est complètement différent. C'est très intense car certaines personnes viennent de zones de conflit, viennent de pays colonisés par des puissances occidentales ou ont vécu des expériences personnelles qui sont tellement loin de nos réalités. Et donc, UWC permet justement de ce dialogue, de se créer, à encourager la compréhension interculturelle sans idées préconçues et de jugement. Et donc, Niels va en dire plus comment on célèbre ces différences à UWC. Oui, donc à UWC, on célèbre les différences de différentes manières, mais je pense que la manière la plus connue dans le milieu du UWC, c'est le UWC Day, où c'est une journée où on fait des spectacles, où on peut apprendre et on présente la culture, l'art et la musique de différents pays. Cette journée-là, c'est le 21 septembre, c'est le même jour que la journée internationale de la paix, instaurée par l'ONU. Et c'est cette journée-là que l'UWC a voulu mettre leur journée. Du coup, cette journée-là, élèves et professeurs s'habillent et cuisinent en fonction de leur nationalité. Par exemple, je m'en souviens que moi, avec mes collègues et Pablo d'ailleurs, qui étaient là, on avait cuisiné des crêpes, on était allé acheter des baguettes pour donner du pâté à nos collègues, à nos professeurs et aussi à Mostar, ce qu'on faisait, c'était on le faisait dans la rue, comme ça les locaux, les habitants de Mostar, la ville, pouvaient aussi découvrir les différentes nationalités, ce qui était super. Mais aussi, sinon, en plus général, on sait les différences parce qu'on les trouve avec les profs, les élèves, dans les classes, dans les résidences, et comme ça, on peut apprendre différents points de vue de différentes cultures dans la vie de tous les jours. Moi, je donne la parole à Galia qui va vous présenter la 3e valeur qui est de respecter l'environnement. Yes, merci. Alors, moi, je suis partie de 2016 à 2018 et lors de ma dernière année à Lipochun, on a créé le premier comité d'éco-délégués pour penser l'accompagnement des initiatives pour créer un campus écologique propre et durable. Donc, je sais que maintenant, c'est quelque chose d'assez répandu, les éco-délégués en France, ce qui est bien.
Et donc, en fait, dans notre équipe, on a monté un projet et on a gagné un prix d'un appel à projet qui s'appelait Nature Walk Conservancy, donc une association, une ONG à Hong Kong, pour installer un système d'éclairage autonome au lycée. Et par la suite, le directeur s'est appuyé sur le mouvement initié par les élèves pour créer un jour banalisé complètement dédié à l'environnement dans le campus. Et depuis 1 an, plus que ça maintenant, 2, le campus de Hong Kong, il est totalement autosuffisant en énergie parce qu'il y a des panneaux solaires qui ont été installés partout sur les toits. Et il y a par ailleurs de nombreuses activités qui sont tournées vers la protection de la biodiversité en général à UWC dans tous les campus. À Hong Kong en particulier, il y a un groupe d'élèves plongeurs qui récoltent des données depuis un certain temps maintenant pour WWF pour surveiller la dégradation des coraux dans la baie de Hong Kong. C'est dû à la pollution, c'est un gros problème là-bas. Et en général, toutes les activités à UWC maintenant essayent d'inclure la responsabilité écologique. Donc, par exemple, autant en cours, on apprend sur le système de toilettes de Hong Kong qui utilise l'eau de mer plutôt que l'eau potable, donc quelque chose à récupérer pour tous les autres pays du monde. Je pense que c'est une inspiration. Autre exemple, les voyages scolaires sont pensés pour avoir un bilan carbone neutre et notamment post-Covid, il n'y a plus par exemple de voyages où on prend l'avion pour partir une semaine ailleurs parce que ce n'est pas très logique de manière écologique. Donc voilà. Et maintenant, je passe la parole à Béatrice qui va vous donner un exemple de défi personnel à UWC. Merci Galia. Alors moi, le plus beau défi que j'ai pu découvrir dans mes années de présidence de UWC France, c'est ce qu'a relevé Pablo. Parce que Pablo et 5 de ses amis de master, il se trouve qu'une de leurs premières années afghanes, Hassine, qui a 19 ans, était cet été à Kaboul lors de la prise de la capitale par les talibans. Et il se trouve que Hassine était en danger. Pourquoi? Parce qu'elle était de la communauté Hazara, chiite, qui est persécutée par les talibans, et parce qu'elle était militante des droits de la femme. Donc, toute chose qui faisait qu'elle était en danger, mais non pas seulement en danger simple, mais en danger de mort. Et du coup, Pablo et ses 5 amis, plutôt que de se dire on ne peut rien faire, on a 20 ans, 19 ans, 16 ans, 17 ans, on ne peut rien faire, en fait, ils se sont dit l'enjeu est tel qu'on va y aller, on va faire tout ce qu'on peut, on va mobiliser tout ce qu'on peut de UWC, des gens qu'on connaît, etc., pour pouvoir réussir à faire quelque chose pour elle. Et le 27 janvier, Hassine et sa famille ont été évacués sur un avion militaire espagnol. Et aujourd'hui, ils sont en sécurité à Madrid en demande d'asile. Ça, on peut dire que c'était quand même un sacré défi et ils l'ont vraiment relevé et c'est une belle illustration de cette valeur. Maintenant, justement, ça me fait une belle transition pour passer la parole à Pablo qui va vous dire comment, à UWC, on essaie de mettre en priorité la compassion et la fierté de rendre service. Merci beaucoup, Béa. Du coup, voilà, je pense que cette valeur de mettre en priorité la compassion et la fierté de rendre service, elle est très centrale à UWC. Et dans mon cas, je faisais du volontariat dans des camps de réfugiés 2 fois par semaine. Donc, les jeudis, j'allais dans un camp de réfugiés locaux. Donc, c'était des Bosniens qui avaient tout perdu pendant la guerre civile en Bosnie dans les années 90. Et donc, on passait du temps avec eux, on parlait de leur vie avant la guerre, pendant la guerre, puis après la guerre, alors qu'ils étaient habitués à avoir une vie normale, comme nous, à vivre dans des vraies maisons. Ils étaient dans des taudis depuis plus de 20 ans. Et donc, ça les faisait souffrir. Et nous, le fait qu'ils voient des gens différents, qu'ils voient des jeunes, ça les aidait. Puis ensuite, ils faisaient souvent des gants, des petits bonnets en laine. Et du coup, on revendait ces petites choses qu'ils confectionnaient, on les vendait au lycée. Et puis, on leur donnait l'argent qu'on récoltait pour qu'ils puissent s'acheter des petites choses qui leur faisaient plaisir. Et puis ensuite, le samedi, de 14h à 18h, j'allais dans un camp de réfugiés internationaux. Parce qu'il faut savoir que la Bosnie est sur la route migratoire des Balkans. Et donc, il y a énormément de réfugiés du Moyen-Orient qui transitent. Et donc, on allait là-bas. Et j'aidais pour les distributions de nourriture, à ranger l'aide qui venait de la Croix-Rouge, des programmes comme USAID. Puis ensuite, comme je suis un grand passionné de football, j'organisais aussi des tournois entre différentes générations dans le camp de réfugiés pour créer du lien. Et donc, voilà comment concrètement on appliquait cette valeur. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à Lauralis. Alors, je vais vous parler des dernières valeurs de UWC. Donc, on a promouvoir la responsabilité individuelle et l'intégrité.
préconiser la responsabilité mutuelle et le respect, mais je vais surtout vous parler de 2 valeurs qui ont été très importantes pour moi pendant mon temps à l'UWC, c'est encourager un certain sens de l'idéal et donner l'exemple en se montrant audacieux. Donc, à UWC USA, comme dans la plupart des UWC, c'est les élèves qui sont en charge d'organiser les spectacles culturels où on présente les différentes régions du monde et on donne des performances, en fait. On chante, on danse. Là, c'est l'espace où on peut montrer nos identités culturelles. Mais c'est aussi l'endroit où on peut critiquer nos pays, critiquer nos cultures et les parties les plus sombres de notre histoire. Donc, par exemple, je me rappelle, il y avait ce garçon qui avait préparé pendant des semaines un spectacle en ombre chinoise qui représentait en fait son parcours en tant que jeune adolescent gay dans une petite ville des États-Unis qui était plutôt conservatrice. Et ça avait pris beaucoup de temps. J'avais filmé aussi le spectacle et on avait tous été impressionnés. Aussi, UWC, ça nous donne en fait l'espace de créer ces spectacles, de créer par exemple un TEDx où on va parler de thèmes qui nous semblent importants. Et les élèves sont super audacieux parce qu'on fait ça en plus des heures de cours, en plus de nos activités, comme Pablo l'a dit, en plus des activités le samedi. Et on donne tout ce qu'on a en fait pour ces activités-là. Et on prépare ça aussi avec l'envie de partager aux autres. Donc on veut encourager un certain sens de l'idéal. On invite la ville autour, par exemple la petite ville Las Vegas à côté du campus, en faisant en sorte qu'il y ait des bus qui puissent amener les personnes qui n'avaient pas de véhicule au campus. Comme ça, ils pouvaient voir les spectacles. Et aussi, on amenait tous les enfants des écoles autour pendant l'UWC Day. Et on passait la journée à jouer avec eux, à les maquiller, à chanter. On filmait ça pour qu'ils aient une trace en fait, de leur journée avec nous. Et même si c'était juste pour une après-midi, même pour un spectacle, on donnait tout ce qu'on avait. Et on voulait encourager ce sens de l'idéal qu'on partageait entre nous, entre les élèves, entre les professeurs et à toute la communauté autour de nous. Et maintenant, je vais passer la parole à Amaya qui va nous parler de la mission UWC. Amaya, le micro. Merci, Lauralis. Donc, la mission de UWC, c'est de faire de l'éducation une force afin d'unir les peuples, les nations et les cultures pour construire un monde en paix et un avenir durable. C'est une sacrée mission. Et nous partageons avec Nelson Mandela sa phrase de « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Cette idée est centrale et au fait, Nelson Mandela a été président d'honneur de UWC dès 1995 à sa mort en 2013. On va passer maintenant à quelque chose de plus terre-à-terre, comme c'est la vie sur les campus. Donc, pour cela, je vais passer la parole à Nils, qui va nous parler de la vie académique. Oui. Donc, nul doute que l'environnement, les infrastructures et la situation géographique de chaque campus jouent sur la manière dont se déroule la vie sur le campus et les habitudes qui prennent les élèves. Donc, on ne peut pas trop vraiment généraliser comment la vie sur les campus se passe, mais généralement, le quotidien sur les campus s'articule autour de 3 aspects. Le premier, la vie scolaire, donc les cours, généralement, ont lieu sur une partie de la journée. Généralement, c'est le début, 8 h du matin, jusqu'en début d'après-midi. Le deuxième aspect serait les activités extrascolaires. Elles sont très nombreuses. Déjà, il y a le programme de l'IB qu'on appelle les CAS, c'est toutes les activités extrascolaires. Donc, CAS, ça veut dire créativité, activité et service. Ensuite, il y a d'autres activités officielles, telles que les conférences hebdomadaires, qu'on appelle les Global Affairs, pour parler de thèmes de l'actualité avec des experts. Il y a aussi les journées à thème, qu'on appelle les Special Focus Day, qui étaient plus basées sur l'écologie, l'inégalité, etc. Et enfin, les élèves organisaient aussi régulièrement des événements, comme on avait dit, des spectacles culturels ou des soirées dansantes. Et le troisième aspect de la vie sur les campus, c'est la vie en résidence, sûrement l'aspect le plus important, car c'est là que les élèves partagent généralement une chambre avec d'autres élèves. Et ils sont regroupés par maison, qu'on appelle résidence. Ils sont souvent supervisés par des tutrices de maison, qu'on appelait les house-moms ou les house-dads, qui sont en charge de s'assurer des bonnes relations des élèves et de leur confort au sein de leur chambre et de leur résidence, de manière plus générale. Donc, la vie en résidence est
un peu la base de la vie sociale, car c'est là qu'on a les salles communes et les cuisines, où on passe la plupart du temps à cuisiner, sociabiliser avec les gens. Et c'est aussi là que se passent les événements réguliers, les réunions hebdomadaires de chaque résidence. Et en plus de ça, ça dépend des campus encore une fois, mais la cantine soit est dans la résidence, soit est en dehors de chaque résidence, mais c'est aussi là qu'on mange et qu'on va sociabiliser avec les profs, donc ce qui est plutôt sympa. Maintenant, Roméo va vous parler de l'expérience académique de l'IB. Exactement. Donc, ce que tous les UWC ont en commun, c'est justement qu'on suit tous le IB, ce cursus de 2 ans. Donc, c'est le International Baccalaureate. Et on va vous résumer le contenu et les opportunités qu'offre ce baccalauréat international. Mais donc, pour commencer, tous les cours se déroulent en anglais, à part les cours de langue, évidemment. Et au Costa Rica, il y a une possibilité d'ajouter de l'espagnol. Mais beaucoup demandent toujours à quel point l'anglais est un problème quand on commence notre scolarité à UWC. Et en fait, passé quelques mois, vraiment tout le monde réussit à entrer dans cette vague, car l'anglais est notre langue qu'on partage tous, et donc vraiment on l'apprend très rapidement. Et il y a aussi des cours de mise à niveau en anglais avant UWC. Et donc, pour simplifier, le baccalauréat international est divisé en 6 matières et il faut valider un programme d'activité extrascolaire CAS que nous allons voir ultérieurement. Et donc, Lauralis va vous expliquer plus en détail comment tout ça se passe. Alors, il y a quelques subtilités, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais du coup, il y a 6 groupes. Le premier groupe, c'est la langue que vous parlez couramment. Le deuxième groupe, c'est la langue que vous souhaitez apprendre. En fait, c'est une langue étrangère. Et ça dépend du campus. Vous avez plusieurs langues disponibles, tout ça. Le troisième groupe, c'est les humanités. Donc, vous pouvez étudier là l'histoire, la philosophie, l'anthropologie. Là encore, ça dépend du campus. Il y a la politique internationale, des fois il y a psychologie aussi. Le quatrième groupe, c'est les sciences. Et là, vous pouvez choisir à travers plein de sujets comme la biologie, la chimie, l'informatique, la physique. Et une des matières que j'aime beaucoup, c'est les systèmes environnementaux et de société. Et le cinquième groupe, malheureusement, c'est les mathématiques. Et oui, on doit quand même le faire là-bas. Mais cette fois, il y a plusieurs niveaux. Et donc, vous pouvez choisir en fonction du niveau qui vous convient. Donc, si vous n'êtes pas bon en maths, il se peut que vous soyez bon en maths dans votre niveau. Et ça motive beaucoup. Et pour finir, il y a le 6e groupe qui sont les arts. Et ce n'est pas obligatoire, mais il y a plein de matières qui sont super intéressantes, comme les arts plastiques, bien sûr, mais aussi le théâtre, le cinéma, il y a musique ou la danse. Et si jamais vous n'êtes pas vraiment dans les arts, vous pouvez quand même prendre une autre matière pour compléter celle-là, en fait. Et enfin, sur ces 6 matières, vous pouvez en choisir 3 en niveau standard. Donc, il y a un peu moins de cours par semaine. Et il y en a aussi 3 en niveau supérieur. Et donc là, il y a un peu plus de cours par semaine. Voilà. Et donc, Amaya va nous poser quelques questions maintenant sur l'IB, les différences. Merci beaucoup, Lauralis. En effet, à partir de ce moment, on va continuer la séance en se basant sur les questions que vous nous avez faites. Donc, je commence pour poser une question à Galia. Galia, quelles sont les différences majeures entre l'IB et le bac français? Oui, alors moi, j'ai relevé 3 différences majeures que je peux vous expliquer ici. La première, c'est que l'IB propose une éducation qui est très personnalisée, mais donc ça demande aussi un investissement personnel. La deuxième, c'est que c'est un niveau qui est plus poussé, on va dire. Je vais vous expliquer dans quel sens. Et la troisième, c'est l'importance de l'extrascolaire. Donc, pour revenir sur le fait que l'éducation soit personnelle, je veux dire que l'élève est acteur de son éducation. D'abord, en choisissant son parcours, comme nous l'a expliqué Lauralis. Donc, c'est un peu selon le modèle du système français maintenant, après la réforme. Et ces 6 matières donc, ont chacune un niveau. Et pour ajouter la petite touche personnelle, je vous conseillerais
de prendre une matière artistique, parce qu'en France, c'est un peu sous-coté, mais en fait, l'art, c'est une vraie matière, et moi, j'ai beaucoup hésité à la prendre, et finalement, je n'ai pas fait ce choix. Et je l'ai beaucoup regretté par la suite, et donc il y a un peu ce cliché à la française que l'art n'est pas une vraie matière, mais quand on fait de l'art dans l'IB, en fait, on rédige des documents qui sont des mémoires. Et donc, c'est vraiment de l'art universitaire, quoi. Et toutes les matières, c'est un peu le cas. Donc, quand je parle d'un niveau poussé, c'est aussi ça. L'approfondissement qu'on fait, un peu comme le bac français maintenant, ça nous prépare vraiment pour les études supérieures. Donc, les matières sont à choisir de manière sérieuse et il faut avoir envie de s'investir dedans. Donc l'apprentissage, il est basé sur 3 choses finalement. L'autonomie pour aller chercher la matière première, et ensuite il y aura des discussions de classe et ça permet une émulation collective. Mais par rapport au système français, c'est vraiment basé sur la recherche personnelle, et la classe, c'est un endroit d'échange et pas de lecture de la part du professeur. La deuxième chose, c'est l'horizontalité et le fait que l'élève est très valorisé, c'est un élève chercheur. Et le prof est là en tant que médiateur et pas conférencier. Donc, c'est ça que je voulais dire par lecture. Et la troisième, c'est la réflexion personnelle et critique des élèves sur les sujets qui les intéressent. Donc, notamment dans l'IB, il y a beaucoup de matières, de rendus qui sont structurés autour de dossiers de recherche. Donc, c'est chacun et chacune qui choisit les thèmes qui l'intéressent par rapport à son pays aussi et qui développe des recherches. Et bien évidemment, tout le monde est accompagné par un prof, mais c'est de notre responsabilité d'être passionné finalement. Et enfin, l'importance des activités extrascolaires, donc le programme des CAS dont on a parlé tout à l'heure, qui compte pour l'obtention du diplôme. Donc, à travers les activités qu'on fait, il s'agira de produire une réflexion sur ces compétences acquises dans ces activités pour valider l'IB. Mais on en parlera aussi un peu plus tard. Il faut changer de slide, pardon. Merci, Galia. Oui, du coup, moi, je vais parler de la relation professeur-élève. Du coup, on a juste eu un aperçu du contenu académique de l'IB qui vous a été présenté par Gala. Mais au-delà, ce qui fait la particularité de l'expérience IWC en classe, je veux dire que c'est la manière dont le savoir est transmis aux élèves, notamment grâce à une relation prof-élève assez privilégiée dans l'IWC. D'abord, les classes sont d'assez petite taille, généralement entre 5 et 20. J'ai jamais eu une classe de plus de 20 personnes, ça ne s'est jamais passé, et je crois qu'aucun de mes amis l'ont eu. Ça, c'est super. La deuxième, c'est qu'il y a une relation, comme a dit Galia, qui tend vraiment sur une vraie horizontalité, car le you, le toi et vous, en anglais, est le même. Du coup, ça donne une relation assez personnelle avec le prof. De même, si le prof possède plus de connaissances et de méthodologie dans le sujet qu'on discute, il ne va pas se positionner comme un sachant supérieur en position de hiérarchie, mais il va participer en tant qu'humain dans cette diversité et aide ses élèves à s'approprier de ses savoirs et à une réflexion qui leur est propre. Et ça, j'ai trouvé ça super, c'est quelque chose qui arrive jamais en France. Après, on essaie aussi d'instaurer un climat respectueux et de confiance en classe afin d'accueillir et d'encadrer cette grande diversité qu'on a parlé précédemment. Mais ce n'est pas forcément évident car il y a souvent des sujets sensibles ou des visions de différentes personnes ou des visions différentes sur des visions de conflits ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas souvent simple à gérer, mais ça se fait dans un cadre respectueux. Donc tout ça, c'est rendu possible car profs et élèves, on se connaît tous en dehors du cadre strict des classes. On peut dire qu'à l'IWC, l'informel, il a sa place. Les profs participent régulièrement aux activités avec les élèves, comme les soirées, les sorties, les projets. Ils sont tous organisés ensemble. Et aussi, chaque prof est aussi un tuteur d'un groupe d'élèves. C'est-à-dire qu'il ou elle a en charge le suivi académique et relationnel d'un petit groupe d'élèves, normalement 4 ou 5. Et il organise aussi des sessions régulières et aussi à la demande des élèves, des fois, faire des après-midi, comme j'avais fait des crêpes à la maison de ma tuteur, ou on allait boire du thé dans un café avec mon tuteur. Ça faisait comme une deuxième parent, une deuxième petite famille. Et sur ça, je vais donner la parole à Maya. Merci beaucoup, Nils.
Avant de passer au sujet suivant, il y a eu plusieurs questions. Certaines par rapport aux langues, elles ont été répondues dans les questions et réponses, mais il y en a deux qui sont par rapport à est-ce que l'IB est connu et reconnu par l'enseignement supérieur en France. Donc, samedi, on parlera plus en profondeur, mais déjà pour les gens que vous êtes ici, il faut dire que oui, depuis 2 ans, Parcoursup, tu as la possibilité de rentrer les notes de l'IB et ils sont, parce que l'IB est noté jusqu'à 7, et donc ils font l'équivalence, ils te le traduisent en notes françaises de façon officielle. Donc, il est reconnu comme un bac officiel et il est même traduit en numérotation française, si je peux dire. Pour les débouchés, après l'IB, il y a une question qui dit est-ce que les débouchés après l'IB sont-ils les mêmes en France qu'avec un bac français? Je vais répondre un petit peu, mais après peut-être quelqu'un des autres intervenants peut le compléter. Moi, par mon expérience de mon fils, je dirais que les débouchés sont les mêmes et qu'il y a encore plus, puisque en France, c'est reconnu ce diplôme, mais en plus, tu as la possibilité d'être reconnu dans beaucoup plus de pays. Il y a peut-être certains secteurs un peu plus particuliers, je pense à l'armée, ou que voilà. Là, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, de façon globale, c'est ça. Peut-être quelqu'un veut améliorer ma réponse? Aussi, avec l'IB, on bénéficie en fait au niveau des langues. Souvent, on n'est pas obligé de prendre de tests d'anglais qui sont généralement assez chers pour aller aux universités aux États-Unis ou autres. Et donc, voilà, les débouchés sont plus grandes parce que les universités savent qu'on parle anglais. Et donc, c'est plus facile au niveau voilà, pour intégrer les universités. Il y a des bourses aussi pour les étudiants internationaux qui sont plus facilement ouvertes. Et donc, ça ouvre en fait les débouchés après l'IB. Merci Lauralis. Il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose au débouché? C'est bon? Très bien. Donc, on va continuer avec une question qui est pour Pablo. Est-ce que les professeurs d'un même lycée sont-ils d'origine internationale ou du pays du lycée UWC? Alors, globalement, même s'il peut y avoir des différences, c'est quand même du 50-50. Donc, dans le cas de la Bosnie, il y en avait 50% qui étaient des Balkans, de la Croatie, Bosnie, Monténégro. Puis ensuite, l'autre moitié du monde entier, donc de l'Inde, de l'Australie, Espagne, France. Merci beaucoup, Pablo. Je passe la parole à Béa pour commencer le sujet après UWC. Oui, alors avant de parler de après UWC, il faut savoir quel est le taux de réussite de l'IB à UWC. Et je crois qu'il y a une question justement sur ce sujet. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas son IB? Donc, Roméo, tu vas pouvoir nous répondre et partager ton savoir. Exactement. Donc, pour le taux de réussite, les lycées UWC, en général, ils représentent de très bons résultats, largement supérieurs à la moyenne mondiale. Donc, pour UWC, c'est 35 sur 42 contre 29 sur 42 pour la moyenne mondiale. Et évidemment, ce taux peut varier entre les lycées, entre les promotions, mais globalement, il y a un très bon niveau et une très forte stimulation intellectuelle dans les collèges à UWC. Et est-ce que tu peux compléter, Roméo, puisqu'il y a une question sur le fait qu'on n'est pas… Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas son IB à l'examen officiel? Ça peut arriver après, c'est très rare. Vraiment, il y a les moyens mis à disposition pour réussir. Donc, j'ai très rarement vu ça. Mais donc, Galia a répondu qu'il y a une réorientation qui est possible, mais en général, il ne faudra même pas se préoccuper avec ça, je dirais. Bon, juste pour compléter, si jamais il nous manque quelques points, il est toujours possible de repasser une ou plusieurs matières à la session de novembre, puisque l'IB fonctionne dans le monde entier. Il y a l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et en novembre, c'est l'hémisphère sud. Et donc, on peut se caler sur cette étape de l'IB pour repasser des matières. Ce qui fait que chez nous, en tout cas, on n'a jamais eu de jeune qui n'a pas eu son IB.
S'il y a eu des difficultés, il a repassé éventuellement une matière. Mais en général, on sélectionne aussi des jeunes qui ont le niveau pour avoir leur IB quoi qu'il arrive. Merci Béatrice. On va poser maintenant une question à Lauralis. Lauralis, une fois diplômée, que font les élèves français diplômés de UWC? Alors, il y en a environ un tiers qui rentrent en France et qui vont un peu partout dans les filières. Donc, il y a pas mal de Sciences Po. Les Sciences Po à la fois, les Sciences Po Paris avec les campus internationaux en France qui sont très populaires. Il y en a qui font les écoles d'ingé. Mais il y en a aussi pas mal en ce moment qui décident de repartir dans les écoles publiques en France, transmettre un peu le message de UWC dans les écoles publiques. J'en ai parlé avec certains d'entre eux. Et il y en a aussi beaucoup qui étudient aux États-Unis. Et là-bas, il y a un système de bourse pour les étudiants qui ont fait UWC, je vais vous en parler plus tard. Et donc, ça aide beaucoup pour étudier là-bas. Il y a aussi, après le reste, ça va être comme moi au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Canada. Voilà. Il y a beaucoup d'écoles qui sont très ouvertes pour les étudiants UWC. Merci beaucoup. En effet, le sujet de bourse, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer le programme des bourses pour les UCA, s'il vous plaît? Oui, donc il y a une bourse qui s'appelle la bourse Shelby Davis. Et ce monsieur est le plus gros donateur de UWC. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il donne une bourse à tous les étudiants qui postulent du coup dans les écoles aux États-Unis, qui sont des écoles partenaires. Il y en a beaucoup, je crois, il y en a 94. Et ce qu'il fait, c'est que la bourse, elle est basée sur les moyens financiers. Et en fait, cette bourse Shelby Davis, ça va venir accompagner l'élève, elle va venir l'accompagner financièrement. Et elle va être souvent complétée par une bourse aussi de l'université. Et donc, en fait, pour postuler à cette bourse, c'est très facile. Généralement, il faut juste postuler à l'université partenaire et automatiquement, on est assigné la bourse Shelby Davis. Et après, le montant, voilà, il est adapté en fonction des moyens financiers. Et on parle environ entre certaines écoles vont offrir des bourses complètes, surtout pour les élèves qui viennent de pays un peu plus... où il y a très peu de chances pour eux d'étudier aux États-Unis. Et voilà. Et cette bourse, elle est réutilisable tous les ans. Donc, tous les ans, on a de nouveau le montant qui va nous aider jusqu'à la fin, jusqu'à graduation. Et ça, par contre, c'est que pour la licence. Donc, c'est le niveau avant le master. Et après aussi, une fois la bourse attribuée, il faut contribuer. Donc, on parle de contribuer. Par exemple, mon amie aux États-Unis, elle travaille au campus. Et en fait, elle donne un peu de ce qu'elle gagne à Shelby Davis, au programme de la bourse. Comme ça, elle peut aider d'autres élèves à recevoir cette bourse. Et il faut aussi avoir un certain nombre, il faut avoir une moyenne de notes minimum pour montrer qu'on bénéficie de la bourse et qu'on s'engage au niveau universitaire. Et voilà. Merci beaucoup, Lauralis. Donc, je vais rapidement vous parler des CAS. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, CAS, ça signifie le C, Creativity, A, d'Activity et S, de Service. Donc, pour avoir votre IB, en fait, vous allez devoir compléter un certain nombre d'heures dans des associations sportives, de service aux autres et de créativité. Donc, voilà, vous devez faire au minimum 3 associations, mais en général, il y en a tellement, c'est tellement enrichissant et excitant que vous allez vouloir en faire beaucoup plus. Et donc, en général, ce qui se passe, c'est qu'en première année, vous faites partie de ces associations, puis ensuite, en deuxième année, vous devenez les coordinateurs, les leaders de ces associations, ce qui vous fait gagner énormément en maturité, en responsabilité. Et donc, voilà, c'est quelque chose de très central à UWC. Et sur ce, je vais vous laisser, laisser la parole à Amaya. Merci, Pablo. Donc, je demande à Niels, par rapport à ce sujet-là, est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples sur ton campus? Oui, donc moi, à Mostar, en Bosnie-Herzégovine, donc pour mes CAS, en créativité, par exemple, j'avais choisi de faire partie du debate CAS, qu'on appelle en gros, c'est le CAS pour apprendre à débattre. On apprenait à débattre sur divers thèmes, ça dépendait chaque semaine, comme la politique, les sciences humaines et la philosophie. Après, je faisais partie de plusieurs CAS d'activités,
car à Mostar, le lycée proposait des options qui permettaient de découvrir la Bosnie. Donc, j'avais donc rejoint le CAS de course à pied. On allait courir dans les montagnes aux alentours de Mostar et dans la ville de Mostar. Du CAS de vélo, on faisait du vélo jusqu'à des villes voisines de Mostar, par la campagne, donc on pouvait visiter tout ça. Et aussi du CAS Outdoor, qu'on appelait, qui était le CAS dédié aux randonnées dans les parcs naturels de Bosnie. Et c'est avec, par exemple, ce CAS-là, où j'étais leader dans la deuxième année, avec les deux autres leaders de ce CAS, on avait organisé une semaine de randonnée dans le parc naturel Bledinje, qui s'appelait en Bosnie. Après, enfin, mon service CAS, c'était sûrement, enfin, je crois, un de mes préférés, parce qu'en France, on ne trouve pas vraiment ce type d'activité extrascolaire, d'aide à la personne ou de service aux autres, ce qui est plutôt rare. Du coup, j'avais donc rejoint le CAS qu'on appelait le CAS Library, le CAS de la bibliothèque, et on allait donner des cours d'anglais à des élèves bosniens d'école primaire dans la bibliothèque de la ville de Mostar. Ça, c'était vraiment super, parce que ça donnait une perspective complètement différente de la Bosnie et des Bosniens. Et aussi, ça faisait du bien parce qu'on sortait un peu du cadre du lycée et des fois qui pouvait être un peu stressant. Et du coup, parler avec des jeunes, ça faisait toujours du bien et ça faisait toujours plaisir de voir le sourire sur leur visage quand on arrivait. Du coup, voilà, c'était vraiment super de pouvoir parler avec eux. Et maintenant, je donnais la parole à Amaya encore une fois. Merci Nils. Je pose la même question à Galia et à Pablo par rapport à vos expériences personnelles dans le sujet des CAS. Galia, s'il te plaît. Yes, alors moi aussi j'ai donné des cours d'anglais officiellement dans des écoles primaires à Hong Kong, mais en fait officieusement quand je suis arrivée ils avaient 8 ans et ils parlaient mieux anglais que moi. Donc finalement c'était plutôt des cours d'ouverture au monde où moi je leur ai parlé de géographie parce que s'ils étaient très forts en anglais et en informatique, ils ne connaissaient pas les continents. Donc finalement, c'était un échange culturel qui était super enrichissant et finalement, ils m'ont aussi appris des trucs en informatique. Enfin, ils maîtrisaient la tablette sur le bout des doigts, etc. Et donc moi, je leur parlais, je sais pas, un peu de faire de la politique pour les primaires. J'adore ça. Donc c'était vraiment super intéressant et plus un échange qu'un enseignement finalement. J'ai aussi, pour ma creativity et sport, j'ai été batteuse en danse traditionnelle chinoise parce que c'est assez sportif. Et c'était aussi artistique et culturel. Et on allait en fait dans des maisons de retraite fêter le Nouvel An chinois avec les personnes âgées. Dans les universités aussi. Et ça fait partie de la culture, en fait. Tous les festivals sont rythmés par ces percussions et cette danse du lion et du dragon. Je ne sais pas si vous voyez, peut-être, vous pouvez regarder sur Internet, ça fait des magnifiques performances. Et enfin, j'étais partie des peer supporters. Donc, en gros, ce sont des pairs écoutants. On a eu une formation de 4 mois pour apprendre à soutenir émotionnellement nos pairs de manière confidentielle. Dans les moments où ça n'allait pas très bien, ils pouvaient venir nous voir individuellement et aussi avec ce groupe de gens, donc on était une vingtaine, on faisait des événements dans les périodes un peu stressantes de UWC pour que tout le monde puisse se détendre et se rencontrer et apprécier la vie, quoi. Voilà. Du coup, mes CAS en service, bon, comme je vous ai dit avant, je faisais du volontariat dans 2 camps de réfugiés. En ce qui concerne l'activité, le sport, j'étais coordinateur de l'activité foot. Du coup, je m'entraînais 2 fois par semaine, mais je devais aussi organiser les entraînements, inscrire l'équipe à des tournois, décider quels joueurs jouaient, ceux qui restaient sur le banc. Et ensuite, en ce qui concerne la créativité, j'étais donc dans une association qui s'appelait Conflict Studies, où on faisait des présentations sur les conflits de nos pays. Du coup, je me rappelle qu'à cette époque, j'avais fait une présentation sur les Gilets jaunes. Et donc, ce qui était très intéressant, c'est que comme il y a des gens du monde entier, dans ce cas, on avait des personnes qui venaient du Soudan, de la Syrie, du Yémen. Et du coup, quand ils faisaient des présentations sur les conflits qu'il y avait dans leur pays, c'était beaucoup plus parlant parce que voilà, c'était des expériences qu'ils avaient vécues, ils mettaient des anecdotes personnelles. Du coup, c'était très, très captivant. Et ensuite, donc ça, c'était pour la créativité, je faisais donc Conflict Studies. Ensuite, je faisais aussi cinéma. Donc, on regardait des courts-métrages et on débattait ensemble des différentes
thématique du film, comment a été fait le film. Et la troisième que j'avais aussi pour Creativity, c'était MUN. Du coup, c'était en fait, on simulait entre élèves les débats à l'ONU. Et on nous donnait une problématique une semaine à l'avance et nous, on devait étudier à fond le pays qu'on nous donnait et la problématique. Et donc, des fois, c'était assez compliqué parce que je me rappelle que j'avais eu, par exemple, une fois, l'Arabie Saoudite sur le droit des femmes. Donc voilà, pour défendre la position de l'Arabie Saoudite sur les droits des femmes, c'était assez compliqué. Mais c'était très enrichissant parce que ça permettait de faire des recherches très profondes sur un pays dont on n'avait pas spécialement d'infos. Et à la fois, comme IWC, on est des gens du monde entier, ça permettait d'aller demander aux Saoudiens qui habitaient juste à côté de notre chambre des conseils sur son pays. Donc ça, c'était incroyable. Puis ensuite, comme l'a dit la présidente Béatrice, on est un réseau de 18 lycées. Et du coup, pour les conférences MUN, ça arrivait souvent qu'on aille les représentants donc, de cette association de chaque lycée, qu'on se retrouve tous dans un lycée. Donc, par exemple, je me rappelle qu'au premier semestre, on était allé à Robert Bosch, donc en Allemagne. Et là, on s'était tous rencontrés, on avait fait une conférence et voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Roméo pour parler de la vie en résidence. Exactement. Donc, le dernier aspect duquel on voulait vous parler, c'est cette vie en résidence, qui est un aspect majeur de UWC. Et donc, il y a 18 campus, et donc dans chaque école, c'est un peu différent, et chacun qui sort de son école dira que son expérience est la meilleure. Donc, ne vous inquiétez pas quelle UWC vous choisissez. Et donc, cette expérience consiste de la vie avec vos colocataires, donc les personnes avec qui vous partagez votre chambre, mais aussi votre étage. Et après, vous, en tant que contributeur à l'administration démocratique des écoles, donc les étages ont de grands rôles et il faut aussi prendre encore plus de responsabilités. Comme moi, je l'avais fait, j'étais représentant de mon étage et donc j'organisais une fois par semaine des activités sportives ou culturelles, ou juste de discussion avec mon étage, et c'était vraiment incroyable. Et après, l'autre partie de mon rôle, c'était de discuter avec le responsable de résidence pour trouver des moyens d'améliorer cette vie en résidence. Donc, c'est aussi un aspect énorme de cette vie en UWC. Et c'est cette sphère la plus intime que vous êtes seul à pouvoir contrôler pendant ces 2 ans. Donc, moi, par exemple, je partageais ma chambre en première année avec un Syrien, un Soudanais, un Japonais, et en deuxième année avec mon ami du Kyrgyzstan, un Guatémaltèque et un ami du Eswatini. Donc, quand vous êtes dans des chambres comme ça durant 2 ans, c'est une folie, et vous partagez des moments incroyables. Donc, par exemple, quand un ami voit de la neige pour la première fois, ou lorsque moi je suis arrivé à UWC, par exemple, mon ami japonais parlait très mal anglais, donc je l'ai aidé pendant les premiers mois, et après il est venu avec moi à la maison pour Noël. Enfin, c'est vraiment un aspect tellement crucial, et c'est vraiment une partie où on apprend à être plus indépendant, on apprend à cohabiter avec d'autres personnes, et c'est surtout un lieu d'échange où au fil des débats et des conversations, on apprend presque autant qu'avec tous les cours de l'IB. Et c'est surtout un endroit où on se fait des amis du monde entier qu'on peut visiter après ou même pendant UWC. Mais c'est vraiment une partie cruciale qu'on doit vivre pleinement. Merci beaucoup, Roméo. On a fini tout ce qui est l'exposition qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui pour que vous ayez une idée globale de qu'est-ce que c'est le mouvement UWC, comment se passe la vie dans les collèges du point de vue académique, social, et ces aspects un peu originels de l'IB. Et on est tellement efficace qu'on a fini cette partie. Et comme il reste encore un petit peu de temps, on va reprendre deux, trois questions qui ont été répondues par écrit, mais que peut-être on peut ajouter quelque chose. Donc, il y avait au moins 4 questions
qui montre bien cette inquiétude, c'est est-ce que l'IB et le parcours de l'IB, c'est pas un frein ou une difficulté ajoutée si après on veut réintégrer les grandes écoles de France ou les prépas. Est-ce que quelqu'un des panélistes veut répondre? Moi, je veux bien parce que j'ai fait Parcoursup alors que je ne voulais pas rentrer en France, mais mon père m'a obligée. Mais du coup, j'ai fait tout ça sans problème parce qu'à Parcoursup, il y a une option pour ajouter le bac international ou tout autre parcours un peu différent du système français. Et c'est reconnu. J'ai eu une université qui était une université dans le sud de la France, toute petite, qui ne savait pas ce qu'était l'IB. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a appelée et j'ai juste eu à expliquer ce que c'était. Et il n'y a eu aucun souci. Donc, pour tout ce qui est postulé avec Parcoursup, il n'y a aucun souci au niveau de l'IB. Et voilà, et comme s'il y a un problème, au pire des cas, ils vous appellent et là, vous avez juste qu'à expliquer. Il y a les documents officiels sur le site internet, il y a l'école qui vous donne un document aussi, donc il n'y a aucun souci pour ça. Merci beaucoup, Laura-Lys. Il y a eu aussi des questions par rapport aux langues. Des questions comme est-ce que c'est possible de prendre la langue chinoise ou espagnole dans un autre pays que le Costa Rica? Galia, tu veux répondre pour donner plus d'informations? Oui, alors c'est toujours possible. Je crois qu'il y a des campus où il y a même des professeurs dédiés. Donc, par exemple, il y avait une professeure de français à Hong Kong, donc pour tous les élèves. Donc, j'imagine que pour le français ou l'espagnol, c'est possible. Après, il y a toujours possibilité de prendre d'autres langues, mais il faut déjà bien la maîtriser pour faire du self-taught, en fait, de l'apprentissage individualisé. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Merci Galia. Oui, en fait, quand ils ont parlé de l'espagnol à Costa Rica, c'est parce que les langues officielles de UWC, c'est l'anglais, le français et l'espagnol. Mais c'était pour expliquer que toutes les écoles, comme Romain a expliqué, la langue de travail, c'est l'anglais, sauf au Costa Rica. Mais ça, c'est une chose, la langue de travail, mais après, c'est les langues qu'on peut apprendre. Et ça dépend des écoles, mais il y en a plusieurs. Béatrice, merci pour compléter la réponse. Oui, juste pour compléter et pour préciser, parce qu'il ne faudrait pas que vous croyiez que Costa Rica, tout l'enseignement est en espagnol. Ce n'est pas le cas. On n'est pas obligé de parler espagnol pour aller au Costa Rica, mais on peut, si on le souhaite, prendre des cours en espagnol. Donc, ça complète. Et c'est le seul campus où on est un IB bilingue. Merci beaucoup. Pablo veut ajouter quelque chose? Oui, en fait, les écoles proposent en général des langues qui proposent tous les ans. Donc, par exemple, je sais qu'en Bosnie, c'était l'espagnol, le français, l'arabe. Et ensuite, si il y a un groupe de plus de 6 ou 8 élèves qui veulent faire une langue étrangère spécifique, l'école en général va mettre tous les moyens en œuvre pour recruter un professeur le plus vite possible. Et si c'est un groupe plus petit, en général, ça va être du self-taught. Donc, ils vont nous donner les livres et le matériel nécessaire pour qu'on apprenne cette langue toute seule, mais avec un prof, du coup, avec un tuteur qui va nous suivre à distance. Merci beaucoup, Pablo. Il y avait une question par rapport à si on a plusieurs nationalités. Qu'est-ce qui se passe pour s'inscrire dans un comité ou un autre? Je demande à Béatrice de nous illuminer. Est-ce que tu peux répéter, Amaya, parce que j'étais en train de regarder les questions Oui, il y avait une question par rapport si on a plusieurs nationalités, comment on fait pour s'inscrire comme candidat? D'accord. Alors, si on a plusieurs nationalités, on peut postuler uniquement à un comité national. On n'a pas plusieurs canaux possibles. Ce n'est pas parce qu'on est franco-espagnol qu'on peut postuler au comité espagnol et au comité français. Et d'ailleurs, on échange entre les comités lorsqu'on a des binationaux pour les informer, parce que ça serait trop inégalitaire, en fait, d'avoir deux chances, alors que la plupart des personnes ne peuvent que postuler par un canal. Donc, si on a plusieurs nationalités, on choisit en fait le comité national où on souhaite passer, par lequel on souhaite passer. Et j'ai vu aussi une question sur la représentation des cultures.
Si on est binationaux, je pense que Roméo, c'est ton cas. Tu peux peut-être répondre, est-ce qu'on peut représenter d'autres cultures que la culture française si on a été sélectionné par le Comité national français? Exactement. Donc, on est, comme je suis passé par le comité français, je suis censé représenter la France, donc avec le drapeau, mais ça n'empêche pas de participer dans d'autres activités avec les autres nationalités. Donc, je faisais des crêpes avec les Français, je cuisinais avec les Allemands et je dansais avec les Portugais, comme j'ai vu que le Portugal. Enfin, les limites sont c'est seulement vous qui vous les posez. Et après, évidemment, il faut savoir parler de la France, par exemple, quand les personnes viennent vous approcher et tout. Mais ça marche aussi lorsqu'on a plusieurs nationalités. Merci Roméo. Il y avait une question aussi sur apprend-on la langue du pays du collège? Et Galia a répondu par rapport au mandarin, à l'italien. Et je vais ajouter que oui, par exemple, dans les Balkans, ils ont des cours sur la culture et la langue. À Dilijan, ils apprennent de l'arménien. Donc oui, en général, on apprend la langue, enfin en tout cas, elle est offerte, la langue de là où il est le collège. Il y a par ici une question très concrète par rapport au dossier de candidature. Et comme on sait que beaucoup de ceux qui nous écoutent, ils sont en train de faire la candidature, on ne veut pas vous laisser sur votre soif. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais bon, on ne veut pas vous laisser avec l'envie. Donc, je demande à Béatrice de répondre. C'est lors de la réalisation du dossier, est-ce qu'il faut traduire toutes les appréciations du bulletin? Béatrice? Alors, en fait, on s'est précisé, je crois, dans le tutoriel, mais sinon, il faudra qu'on l'ajoute parce qu'on demande de traduire les langues, enfin les matières, parce que ce n'est pas forcément clair pour un non-francophone, notamment certaines matières qui peuvent être un peu plus compliquées. Donc, le libellé des matières doit être traduit et également l'appréciation globale du conseil de classe. Donc, pas les appréciations individuelles des profs, mais l'appréciation générale qui est donnée à l'issue du conseil de classe. En général, c'est en bas du bulletin. Merci beaucoup pour cette réponse si claire, Béatrice. Alors, il y a ici une question que je veux répondre un peu et après je demanderai de compléter parce que je la trouve intéressante. La question est, est-ce que l'enseignement en sciences et notamment en maths est solide? Alors, je vais vous dire mon expérience. Moi, je suis espagnole et souvent les Espagnols, on a un peu de complexe d'infériorité par rapport à la France, puisque vous êtes un pays dans lequel on regarde beaucoup. Et mes enfants, ils ont fait les scolarités en France. Et moi, je croyais qu'ils étaient merveilleux en maths, en physique, en chimie. Et bien, ils sont arrivés à l'IB et ils n'étaient pas si merveilleux. Pourtant, ici, ils avaient les meilleures notes qu'on pouvait avoir. Tout ça pour dire que l'enseignement à l'IB en sciences et notamment en maths est plus que solide. Je pense que Niels, donc les maths avaient un peu changé. Peut-être que tu peux un peu parler des différents niveaux qu'il y a. Oui, donc et à quoi ils correspondent par rapport à la France à peu près. Du coup, à quoi ça correspond avec la France, je ne suis pas vraiment sûr parce que j'ai quitté après la seconde. Du coup, juste au moment où il y avait la réforme aussi, où tout a changé, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, je sais que puisqu'on a les matières au niveau standard et les matières qui sont un peu plus poussées, du coup, il y avait des maths dans les deux parties. Et après, dans chaque partie, c'était encore divisé en deux. Une portion des maths était plus focus sur tous. C'était focus. Je ne sais plus exactement comment ça se passait, pour être honnête. Parce que moi, j'étais dans les maths les plus bas, parce que je n'étais pas un fan des maths, j'étais plutôt fan des sciences sociales. Mais je sais qu'il y avait 4 niveaux de maths, donc ça dépend vraiment de ce que vous préférez. Si vous adorez les maths et que vous voulez faire ingénieur ou mathématiques à l'université, il y aura ce qu'il vous faut et c'est assez poussé. Et après, si vous voulez juste savoir faire comment ça s'appelle? Je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais si vous voulez juste faire des trucs de base pour les sciences sociales en maths, il y aura aussi ce qu'il vous faut. Donc, il y a 4 niveaux à choisir et ça dépend juste de vous. Merci beaucoup, Niels. Au fait, les niveaux élevés de mathématiques sont plutôt universitaires. Ça va au-delà du bac français, bien au-delà. Ça, c'est sûr.
Et il y a des questions ici que je ne veux pas qu'on finisse sans y répondre. Une, c'est combien de places y a-t-il chaque année et combien d'élèves candidates? Alors, voilà, puisque vous êtes là depuis 1h30, on va vous donner l'information de dernière heure. Et c'est qu'à ce moment-là, il y a plus de 130 candidats pour 15 places. Mais Béatrice, peut-être, peut ajouter quelque chose. Non, en fait, tu as bien répondu, Amaya. On a une quinzaine de places chaque année et on a aussi, on pourrait avoir plus de places, mais c'est plutôt, on est raisonnable. On sait qu'on peut rarement accompagner plus de 15 candidats parce que la plupart de nos jeunes sont accompagnés financièrement pour partir à UWC, comme on ne les sélectionne pas sur les moyens et qu'en même temps, un lycée UWC, ça coûte assez cher. Donc, pour que ce ne soit pas un obstacle, on lève des fonds, comme je vous l'ai dit. Et le fait de lever des fonds, nous, raisonnablement, on sait qu'on peut accompagner financièrement une promotion d'une quinzaine de jeunes. Merci Béatrice. Quelqu'un de très sympa a dit si c'était possible d'avoir l'enregistrement vidéo de cet échange qui est tellement intéressant. Merci beaucoup. Et oui, on est enregistré. Donc, c'est possible de l'avoir. Par contre, je ne sais pas exactement comment. Béatrice, tu peux répondre, s'il te plaît? Oui, en fait, on aura tous les emails des participants et on vous enverra l'enregistrement si vous souhaitez approfondir certains sujets sur lesquels on est passé peut-être, où vous êtes passé un peu vite, où vous n'avez pas forcément, parce que ça allait trop vite, tout intégré. Donc, on vous enverra le lien vers l'enregistrement de ce soir. Ensuite, et vous pourrez aussi approfondir samedi prochain. Désolé. Ensuite, pour la question sur est-ce que certains élèves intègrent des universités comme MIT ou Stanford? Je l'ai perdu. Oui. Oui, pour vous donner un exemple concret, dans ma génération, donc à Mostar, on était 90 et il a dû avoir 6-7 élèves qui ont fait du coup les Ivy League, MIT, Stanford. Le fait qu'on fasse l'IB, qui est très reconnu, aide beaucoup. Et le fait qu'en plus de faire l'IB, on fasse l'IB à UWC, c'est vraiment une valeur ajoutée. Et du coup, les universités regardent vraiment de très près les dossiers qui viennent d'élèves du WC. Et en plus de ça, elles viennent souvent faire des présentations, ce qui prouve aussi leur intérêt pour les élèves du WC. Donc, je me rappelle qu'en Bosnie, on a eu Harvard, Yale qui sont venus prospecter à l'école et se présenter, quoi. Donc, vraiment, oui, le fait de venir à UWC donne de grandes possibilités de rentrer si on fait l'effort et on se bat pour y arriver. Merci Pablo. Avant de passer la parole à Béatrice, je veux traduire une chose parce que ces jeunes, ils sont tellement habitués à parler anglais qu'ils disent des choses incompréhensibles. Et Ivy League, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment les universités les plus classiques et cotées des États-Unis. Voilà, on les appelle Ivy League parce que Ivy, ça veut dire Liège, je crois. Donc, Liège, c'est plus ancienne, ou Liège. Liège, pas Liège. Béatrice, s'il te plaît. Oui, juste pour compléter, si jamais vous voulez voir où vont nos anciens élèves, en fait, on a sur le site web à la rubrique Après UWC une carte du monde avec toutes les universités et tous les post-bac pour un peu plus de 100 de nos anciens élèves. Et ça sera complété puisque l'information va s'enrichir. Donc là, vous aurez, en tout cas pour les Français, les débouchés juste après UWC. Merci Béatrice. Est-ce que Lauralie, s'il te plaît? Oui, je vais juste rajouter quelque chose parce qu'on a eu pas mal de questions du coup sur les grandes écoles, les prépas, les Ivy League. Et je tiens à dire qu'une fois qu'on part à UWC, on change notre avis souvent. Et on va se rendre compte que les Ivy League, elles sont peut-être pas adaptées à notre vision qu'on a des études supérieures. Et vous ne devrez pas vraiment vous baser sur ça pour prendre la décision de partir à UWC. Il y a l'expérience UWC qui va vous ouvrir sur plein de choses. Peut-être au lieu de partir au MIT, vous allez partir faire un an de gap year quelque part en Inde ou quelque chose parce que vous vous rendez compte qu'à ce moment de votre vie, c'est ça que vous voulez. Donc, essayez de voir UWC comme quelque chose qui va changer votre vie. Et après, sachez que vous avez l'IB, que vous pouvez partir dans ces grandes écoles, qu'il n'y a pas de souci. Mais rendez-vous compte que vous allez
probablement, peut-être, je suis sûre à 100% que vous allez changer d'avis parce que je n'ai pas connu une seule personne qui est allée dans l'école qui voulait avant de partir à UWC. Merci Lauralis. Par rapport à ça, il y avait des questions par rapport si on choisit le collège. Non. Disons que c'est le comité de sélection qui décide à quel collège vont les candidats choisis. On demande une hiérarchie d'envie dans laquelle le numéro 1, c'est l'école que vous êtes le plus motivé pour aller, mais ça ne veut pas dire que vous allez aller là-bas. On essaie de tenir compte, mais on tient compte de plein de choses à part votre souhait. Et il y a 2 questions par rapport au bulletin. Je réponds rapidement. Les bulletins sont nécessaires de l'année précédente. Oui, vous devez ajouter ça au dossier de candidature. Et quand votre école est en semestre, voilà, vous nous le dites et on attend que vous ayez les résultats. Voilà, mais ça ne pose pas de problème. Pablo, peut-être tu pourrais rappeler les sujets du samedi, des portes ouvertes du samedi, quelqu'un qui est arrivé peut-être après que tu l'as expliqué? Oui, bien sûr. Du coup, le samedi, ça va être, ça va être des tables rondes dans lesquelles on va présenter le côté académique, les classes, la vie résidentielle. Aujourd'hui, on vous l'a présenté de manière plutôt informative, alors que le samedi, ça va être sur des expériences concrètes d'anciens élèves, d'alumni et d'élèves en cours de scolarité. Et donc, ça va être plus comme une discussion. Et il va y avoir des animateurs qui vont poser des questions. Et bien sûr, si vous en avez d'autres qui se rajoutent, vous pourrez les poster sur le Q&A et on les intégrera du coup à cette discussion. Et voilà, et ensuite, on va aussi avoir une 3e table ronde sur le vécu des parents lorsque leur enfant part. Et voilà, pour résumer, c'est ce qu'on va faire samedi. Merci Pablo. Il y a une question qui est très importante pour les candidats qui nous écoutent, c'est quels sont les critères pour être sélectionnés parmi tous les candidats? Alors, c'est quelque chose qui est très bien à UWC parce qu'on suit tous les critères expliqués par le comité central et ils sont très bien expliqués dans la page de UWC. Il n'y a pas plus que ça. Donc, il y a la motivation, voilà, vous avez 5 critères et après, bien sûr, on tient compte voilà, de vos parcours. Pas nécessairement la personne qui a fait plus de choses, mais ceux voilà, qui ont apporté quelque chose. On tient compte aussi des notes et Béatrice va améliorer ma réponse. Merci Maya. Non, ce que je voulais préciser, c'est que nous, en toute simplicité, à UWC, on veut former des jeunes qui vont changer le monde. Donc, il faut juste comprendre que pour changer le monde, qu'est-ce qu'on cherche, nous, jury comité français? On cherche des jeunes qui ont des graines d'engagement en eux. C'est-à-dire des jeunes qui, soit ils ont été dans une grande ville, ils ont vécu à l'étranger, ils ont plein d'opportunités et ils les ont toutes prises. Soit ils sont dans un milieu rural, mais même dans un milieu rural, il y a moins d'opportunités, mais celles qu'ils ont eues, ils les ont prises. Parce que si on a pris ces opportunités, quel que soit le nombre d'opportunités qu'on ait eues dans sa jeune vie, eh bien, ça veut dire qu'on saura continuer et on saura aussi s'engager pour changer le monde. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut intégrer. Alors, ça passe évidemment par la curiosité intellectuelle, par la motivation, par l'adéquation avec les valeurs, par tout ça. Mais c'est surtout des graines d'engagement qu'on cherche et on ne va pas pénaliser quelqu'un qui vient d'un milieu rural ou avantager quelqu'un qui vient d'une grande ville parce qu'à chaque fois, c'est l'intérieur, c'est la personnalité profonde de notre jeune et le fait qu'on sente en lui cette envie d'engagement dans la société. Merci beaucoup, Galia. Oui, pardon, Béatrice. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose à ce qui a été dit? Moi, j'avais vu une question dans les questions-réponses à laquelle je voulais répondre en direct, puisqu'il y a une question qui a été posée sur quelles sont les universités partenaires du programme Shelby Davis aux États-Unis. En fait, il y en a 95, donc on va dire qu'il y en a énormément, et il y en a de tout niveau. Il y a effectivement les Ivy League, puisque Shelby lui-même a fait Princeton,
qui fait partie des Ivy League, et donc il a évidemment des très bonnes relations avec ces universités. Mais il y a également des universités tout à fait normales, parce que tout le monde n'a pas le niveau pour aller à Princeton ou à Yale. Donc voilà, 95 universités, c'est quasiment toutes les universités aux US. Merci Béatrice. Il y a une question par rapport si le dossier doit être composé en anglais. Non, en français. Et aussi, les sujets du samedi, ça a été rappelé, hein, Pablo? Oui, oui, c'est bon. Oui. Moi, pardon, je prends la parole, du coup, sans lever la main, Maya, excuse-moi. Il y a une question sur est-ce que ce sont plutôt des élèves en seconde ou en première qui postulent à UWC? Et c'est une question qu'on nous pose souvent, même si on trouve la réponse dans notre très grand site web où il y a beaucoup d'informations. Donc, je vous la redonne en direct. En fait, on constate qu'à peu près la moitié du corpus de candidats à UWC France, chaque année, sont en classe de première. On ne sait pas très bien pourquoi. Peut-être que c'est parce que nos jeunes, quand ils vont parler dans leur lycée, ils arrivent, ils sont en première aussi. Enfin, ils en parlent en seconde, et donc c'est pour ceux qui vont postuler l'année suivante. Donc, c'est à peu près 50% de notre corpus de postulants. Et on a quelques rares cas des jeunes en terminale. Donc, on a 3 jeunes actuellement qui sont partis à UWC et qui étaient en terminale, mais qui souhaitaient quand même vivre cette expérience de vie qu'à UWC. Et je pense qu'ils ne le regrettent pas. Mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment assez étalé, en fait, sur les 3 années de lycée. Ce n'est pas parce qu'on est en seconde qu'on sera pris ou pas pris. En première, on a souvent plus de maturité, et en terminale, encore plus, évidemment. Mais à chaque fois, par contre, on repart sur 2 ans de l'IB et pas seulement 1 an. Ce n'est pas possible de faire l'IB sur seulement 1 année, parce que l'IB, c'est un bloc de 2 ans. Merci beaucoup, Béatrice. Quelqu'un demande que sont les références pour le dossier. Alors, les référents, ça veut dire que vous devez demander des lettres qui parlent de vous à des personnes qui vous connaissent bien, mais qui ne soient pas des amis ou des personnes de votre famille. Ça doit être des gens qui vous connaissent dans le cadre des activités que vous faites, voilà, en dehors de l'école souvent. D'accord ? Bon. Est-ce que quelqu'un... Oui, Lauralis. Ouais, je veux rajouter un truc par rapport aux questions sur le dossier de candidature. Cet été, sur la page Instagram UWC France, il y a des vidéos qui expliquent, des vidéos très courtes sur qu'est-ce qu'on attend de vous dans le dossier. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Donc, on répond justement, il y avait une question sur les associations. Si on n'est pas dans une association, est-ce qu'on a quand même des chances? Ben oui, parce que dans cette vidéo, on explique qu'on attend de vous votre engagement personnel dans votre vie. Ça peut être à la maison, ça peut être dans une association, dans un club, à l'école. Donc, on n'a pas cette idée fixe qu'il faut absolument que vous soyez dans une association pour être à UWC. Donc, n'hésitez pas à regarder ces vidéos. Et voilà, c'est sur la page Instagram, je crois. C'est ça, Béatrice? C'est sur le site web, à la rubrique postuler. Voilà, encore mieux. Merci beaucoup, Lauralis. Je vais laisser conclure à Pablo. Oui, bon voilà, merci beaucoup à tous et à toutes pour votre présence aujourd'hui. On espère que grâce à cette présentation, on a pu vous transmettre ce qui faisait du réseau UWC un réseau de lycée vraiment unique et une expérience tellement marquante. Et on vous donne rendez-vous du coup ce samedi 11 décembre pour les tables rondes. Bonne soirée.